Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Lors du plus récent conseil municipal, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a présenté le programme triennal d'infrastructure qui s'échelonne de 2027 à 2029. Il y a des investissements importants, de nombreux projets y sont inclus. Et pour nous en parler, on a le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Éric Latour. M. Latour, bonjour. Bonjour à vous. Ça allait de soi de vous recevoir cette dernière semaine de la saison et surtout que c'est quand même une annonce importante. Donc, les investissements prévus dans le PTI, donc 2027-2029. Peut-être nous résumer un peu là, les grandes lignes de ce programme triennal. Je vais remonter de quelques semaines, quelques mois, parce que quand on parlait du budget qu'on a voté avant les fêtes, on l'a souvent dit et répété, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu n'est pas l'une des villes les plus endettées au Québec, quoi qu'on en pense. Mais ça traduit aussi qu'on a sous-investi, ce qui fait qu'on a quelques comptes orange en ville, si vous avez remarqué. Bon. Oui, et on est assez bien placé pour ça. Oui, c'est ça. Bon, j'arrive au PTI, le programme triennal d'immobilisation. C'était clair pour moi, on l'avait dit en campagne, il fallait que le focus soit mis sur le maintien des infrastructures. La très, très vaste majorité, 92 % du budget du PTI s'en va en maintien d'actifs. On est une vieille ville pas très endettée, mais qui a sous-investi. Donc, la priorité va au maintien des actifs. Oui, on parle de 442 millions d'investissements dans ce programme-là, 162 projets. Donc, c'est quand même important. On va investir aussi... on maintient les infrastructures, mais il y a aussi de l'investissement au niveau du parc immobilier, notamment. Oui, du parc immobilier, puis en même temps, on se garde quand même un petit espace pour avoir quand même de nouvelles infrastructures, pour créer de la richesse, parce qu'on ne peut pas stopper la progression de la ville non plus. Mais si on remarque dans le PTI, et ça, j'en suis extrêmement fier, puis je lève mon chapeau au conseiller Yann Langlois, parce qu'on était tous les deux d'accord là-dessus en campagne électorale, on vient de ressusciter le projet d'urbanisation de la rue Bernier. Rappelons-nous où ce qu'on est, la quincaillerie Gagnon, les bureaux de la Sécu, les Jéhovah, le premier 200 pieds est zoné habitation jusqu'à la station de pompage qui est face à la Pépinière. Nous, on projette, on le sait, on est en crise de logement à Saint-Jean. On projette uniquement pour cette bande-là, au cours de la prochaine décennie, d'ajouter environ 750 unités de logement, 750 portes. Mais pour ça, ça prend des travaux d'infrastructure qui vont être phasés, là, phase 1, phase 2, phase 3. Et donc, là, on vient de ressusciter ce projet-là. Donc, ces phases-là sont incluses dans le programme? Tout à fait. On l'a ressuscité parce qu'il n'était plus au PTI. Je prends un autre exemple qui peut paraître anecdotique, la rue Sainte-Marie à côté du PFK, à côté du Kentucky. Quand je l'ai visité en campagne électorale avec mon candidat Daniel Hacherel, Daniel, il dit ici, Éric, c'est la rue du Geyser. C'est pourquoi? Parce que la ligne d'eau potable casse 3 fois par année, puis l'eau gicle dans la rue. C'est une vieille rue à Saint-Jean, comme il y en a des dizaines d'autres. Bien, dans le quartier NDA Saint-Gérard, il y aura beaucoup d'investissements cette année en maintien d'actifs. Mais 93 % c'est quand même énorme. Donc, les infrastructures avaient besoin d'amour. On est une vieille ville. On est une vieille ville. C'est la réalité. Oui. Donc, en s'y attaquant, on va régler une grande partie des problèmes d'infrastructure. On ne réglera pas tout, mais une bonne partie. Non, puis il faut quand même aussi se rappeler que 20 % des tuyaux ne sont pas séparés. Ça veut dire que le pluvial et le sanitaire se mélangent dans le même tuyau. On se trouve à traiter de l'eau usée pour rien à l'usine de Saint-Luc, et ça crée dans certains cas des débordements. Qu'est-ce qu'on répond à une personne qui vit occasionnellement des refoulements d'égouts dans la maison? Pas très... Tu sais, en 2026, ça n'a plus sa place. Mais quand on regarde le rythme auquel on y va, puis vous savez qu'aux assises de l'UMQ, on a parlé beaucoup des infras, au rythme où vont les choses, ça va nous prendre 60 ans pour séparer les 90 km de réseau qui restent à séparer à Saint-Jean, là. Donc, on va prioriser, évidemment, les vieux quartiers où les gens ont des refoulements. Oui, exactement. Quand je parlais d'investissement dans le parc immobilier, il y a 2 projets que j'ai notés, notamment le projet de deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Est-ce qu'on va pouvoir aller de l'avant avec ça dans le cadre de ce PTI-là? Oui, c'est prévu. Le présent conseil devra se positionner idéalement d'ici la fin de l'été. Pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait en mode municipal? Est-ce qu'on le fait en mode PPP? Mais ce qui est important pour moi, c'est qu'il n'y ait pas de bris de service. Parce que, vous le savez, il y a le projet de glace recouverte réfrigérée, assorti d'une subvention, mais il y a une échéance. Là, on ne doit pas excéder une date pour être capable de maximiser la subvention. Mais c'est clair pour moi qu'on ne peut pas passer 1 ou 2 saisons sans cette glace-là. Déjà qu'on est limite
dans la capacité de nos glaces au niveau des heures et de la demande. Mais il faut que le Conseil se positionne dans les prochaines semaines pour donner son aval au projet d'une deuxième glace au Colisée Isabelle Brasseur. Bon, puis il y a aussi le projet de rénovation de la bibliothèque Adélard-Berger aussi, là, qui a été discuté. Ça aussi, ça fera partie du PTI? C'est un vieux projet parce qu'à l'origine, même du temps où Mario Bastien était directeur du service des loisirs, il y avait eu un projet. Finalement, les subventions étaient sorties un peu trop fortes. Le projet a été mis sur la glace. Bref. Puis en même temps aussi, il faut se le dire, c'est un des bâtiments, un des services municipaux les plus fréquentés à Saint-Jean. C'est quand même majeur. Mais en même temps, on ne va pas à la bibliothèque pour louer un livre comme vous et moi, on le faisait il y a 40 ans. Donc, les besoins ont changé. C'est plus technologique et tout ça. Donc, c'était quand même une nécessité d'investir dans la bibliothèque. Donc, les gens doivent être rassurés. On va s'attaquer aux infrastructures et il y a des projets importants qui seront développés au cours d'ici 2029, dans le fond. Parfait. J'en profite aussi parce que hier, parce qu'au moment de l'entrevue, donc, ça a été déposé hier, la motion et ça fait réagir, c'est pour ça que je veux vous en parler, qui fait que le salaire du maire de Saint-Jean a été augmenté de 15 %. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a fait réagir beaucoup. Certains sont d'accord, d'autres sont totalement en désaccord. Il y a même un rapport qui suggérait peut-être que l'augmentation aurait dû être de 10 %. Comment vous expliquez en être arrivé à un 15 % et pourquoi le faire aussitôt dans le mandat? Est-ce que ça aurait pu attendre? Je pense qu'il n'y a jamais de bon moment pour parler de la rémunération des élus. On le sait, c'est un sujet qui est tabou, mais c'est un sujet qui est nécessaire. Et pour moi, l'équité salariale, c'est une valeur qui est importante, puis il faut dépersonnaliser le débat. Moi, je trouve ça incroyable que le maire ou la mairesse de Saint-Jean soit le 35e élu le mieux payé au Québec. Si on prend juste les maires et mairesses, 22e au Québec. La ville est 11e en importance. En janvier 22, il y a eu un réajustement de fait pour les conseillers de quartier de l'ordre de 20 %, mais ma prédécesseur, pour des raisons qui lui appartiennent, c'était exclu du processus. On revient au même problème aujourd'hui. Si on veut que ces postes-là soient attractifs en 2029, en 2034, en 2039, il faut que la rémunération des élus soit relativement concurrentielle et comparable avec d'autres maires et mairesses du Québec. Je comprends ça, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu y aller de façon graduelle? Bien, il y a plusieurs options, mais même à l'origine, le rapport qu'on avait eu de nos ressources humaines nous suggérait d'aller vers 20 %. C'est moi qui ai demandé d'aller à 15 %. Puis l'experte consultée par le Canada français parlait de 10 %, mais elle parlait quand même d'un réajustement. Puis n'allez surtout pas comparer le salaire des maires et mairesses par capita. Parce que Soraya Martinez, elle coûte 11 cents par citoyen. C'est normal, ils sont presque 2 millions de citoyens à payer le maire. Le maire de Saint-Jean, aujourd'hui, coûte 1,69 $ par citoyen. Puis avec l'augmentation, savez-vous combien ça va être? 1,89 $. 20 cents par année, par citoyen. Mais le maire de Sorel-Tracy, lui, il coûte 4 $ par citoyen. C'est normal, ils sont 36 000 à le payer. Donc, voilà une très mauvaise façon de comparer le salaire des élus, mais je reviens à ça. L'équité salariale, c'est une valeur importante. OK. Vous n'aimerez peut-être pas ma question, mais je vais quand même vous la poser. Vous étiez gestionnaire avant. Si un employé était entré dans votre bureau en demandant une augmentation de 15 % en se comparant au même marché, est-ce que vous lui auriez accordé? Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait à 4 ou 5 reprises durant mes 22 années de gestion chez Astral Média et Bell Média, des employés qui étaient sous-payés. On en a fait la démonstration. On a fait ce qu'on appelle dans le jargon le benchmark avec les compétiteurs ou même des fois des comparaisons avec Drummondville, puis Sherbrooke, puis Saguenay, puis Rimouski. Je l'ai fait. J'ai monté, moi, des plans d'affaires, des business cases. Là. Ça a pris souvent quelques mois. Là. J'ai monté ça à Toronto pour dire que ça n'a aucun sens qu'un employé gagne ce montant-là quand la même personne qui fait le même travail dans une autre station comparable a un salaire de 15 ou de 20 % plus élevé. Je l'ai fait. Parce que l'équité salariale, c'est une valeur importante. Parfait. Autre dossier qui a été présenté au dernier conseil de ville, c'est le rapport de la vérificatrice générale de la ville de Saint-Jean. Je la reçois d'ailleurs en entrevue plus tard cette semaine. Grosso modo, il n'y a pas vraiment de surprise. Peut-être un court commentaire, là, parce que je la reçois demain, on va l'expliquer plus en détail, mais... Comme n'importe quel rapport, évidemment, on va prendre acte des recommandations. Ce qui m'intrigue aussi, j'aimerais quand même qu'on regarde l'état des suivis des précédents rapports,
parce que ce n'est uniquement son 3e depuis que la vérificatrice générale est en poste. Mais ceci dit, il n'y a rien de majeur dans le présent rapport. Il n'y a rien d'important, autant aussi important que l'an dernier, là, c'est ça? Non, vraiment pas, parce que, bon, il y a des ajustements, il y a des petits trucs, mais il n'y a rien de majeur, même, je veux dire... évidemment, le rapport m'a été présenté en premier, là, comme le veut la tradition. Puis la vérificatrice générale m'a dit, écoutez, M. le maire, il n'y a rien de majeur cette année. Je ne peux pas vous dire que ça va mal ou ça va mal. Il y a des ajustements. Donc, tant mieux si ce n'est que ça pour cette année. C'est des ajustements. De toute façon, comme je le mentionnais, on aura l'occasion d'en reparler plus tard cette semaine. Bon. Je vous ai invité aussi comme préfet de la MRC du Haut-Richelieu parce qu'il y a eu la création d'un comité consultatif agricole. C'était le souhait autant d'élus et aussi du milieu agricole. Vous en êtes le président de ce comité-là. Peut-être nous parler un peu de ce que c'est et de son rôle et des demandes du milieu agricole. Bon. Premièrement, ce qu'on appelle le CCA, le comité consultatif agricole, il existe dans la loi. Ce qu'on a fait, nous, ou sous mon règne de préfet, c'est de le ressusciter. Parce qu'il existait dans la loi. Mais il n'était pas actif. Mais il n'était pas très, très actif. Puis quand j'ai rencontré l'ancien président de l'UPA, Sébastien Robert, au mois de décembre, il est venu me voir à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean, puis je venais d'être élu préfet. Puis en discutant avec lui, et lui, clairement, m'a exprimé dans cette rencontre-là qu'il souhaitait ardemment avoir un comité agricole à la MRC que d'en avoir un dans la ville. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il me dit que plusieurs agriculteurs ont des terres, parfois à Saint-Jean, à Saint-Blaise ou à Iberville ou à Saint-Grégoire. Bref, c'était préférable de l'avoir à la MRC que de l'avoir à la ville. Oui, parce que une grande partie des terres agricoles sont hors de Saint-Jean. Oui, c'est ça. Au-delà de l'aménagement du territoire ou des trucs qui sont légalement constitués dans le CCA, il y a quand même, je pense, à quelques moments dans l'année où il est d'intérêt pour nous. Je veux dire, la MRC... Plus de 90 % du territoire est agricole. Là. Donc, ça reste quand même... Puis là, nous, à Saint-Jean, on va se voter un nouveau plan d'urbanisme. La MRC, l'année suivante, aura un nouveau schéma d'aménagement. Donc, c'est important qu'on mette les agriculteurs dans le coup. Puis, ils sont extrêmement contents. On a eu une première rencontre très productive. On en aura une prochaine dans les prochaines semaines. Donc, tout le monde est bien heureux de la situation. Bon. La création de ce comité, ou le rétablissement de ce comité-là, qu'est-ce que ça va amener? Quelles sont les demandes des agriculteurs exactement? Là? Parce que vous avez déjà eu une première réunion. Donc, qu'est-ce qui en est ressorti et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ils veulent juste être entendus et écoutés et consultés. C'est juste ça qu'ils veulent. Parce que c'est sûr que dans le cas de la ville de Saint-Jean, les demandes de l'UPA sont assez restreintes. Bon, il y a eu toujours la petite controverse par rapport au pass VIP de l'International de Montgolfière. Bon, mais ça, c'est à eux de le régler avec la corporation. Il y a le passage des véhicules lourds sur le pont, puis les taxes. C'est tout. Avec Saint-Jean, là, c'est les 3 choses que l'UPA nous a demandé. Alors qu'avec la MRC, on parle d'aménagement du territoire, on parle de plaine inondable, on parle de la gestion des fossés, la gestion des ruisseaux, des cours d'eau. Ça n'a rien à voir. Donc, on crée ce comité-là, mais dans le fond, les gros dossiers seront traités hors de ce comité. La décision que j'ai prise, moi, c'est d'élargir le mandat au-delà de ce que la loi nous dicte par rapport au comité consultatif agricole. Moi, j'ai dit, écoutez, vous êtes là, on est assis tous et chacun. Bien, écoutez, on peut écouter vos autres demandes puis vous consulter effectivement sur ce qu'on entend faire. D'accord. Bien, M. Latour, passez un très bel été. Je sais qu'elle sera quand même occupée, même si les gros dossiers seront peut-être mis sur la glace au cours de l'été, parce que quand même, faut quand même se reposer un peu. Hein? Bien, ça va nous permettre cet été, puisque ça sera un peu plus calme, de rétablir les priorités pour l'an 2. Pour l'an 2, c'est ça. Parce que ça s'en vient, là, ça passe quand même assez vite. Hein? C'est à nos portes. Ouais. Merci beaucoup, M. Latour, et passez un bel été. Bye-bye. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Le Tonadef du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui
contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Avec ma prochaine invitée, on va vous parler de ce qu'on dit en anglais, là, un success story, une entreprise vraiment qui a le vent dans les voiles. Il s'agit de l'entreprise Écolofarm de Chambly. Pour nous en parler, on a la présidente de l'entreprise, Mme Sandrine Milante. Mme Milante, bonjour. Bonjour. Quand je dis là, que l'ampleur est exceptionnelle de votre entreprise, c'est le cas. On va d'ailleurs faire le tour de la question. Mais je vous ai d'abord invité parce que vous avez reçu quand même un prix prestigieux tout récemment au Mercuriade, soit le titre d'employeur de l'année PME. C'est quand même quelque chose. Comment vous avez accueilli ce prix-là? Je l'ai accueilli, en fait, avec surprise, parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand on a une entreprise qui se veut travailler en responsabilité sociale, on ne fait pas les choses pour avoir le prix, pour la reconnaissance, mais tout d'un coup, quand on remplit un dossier de candidature puis qu'on nous dit « Ah, mon Dieu, mais ce que vous faites, c'est vraiment exceptionnel et ça mérite un prix », on fait « Ah, OK, donc c'est pas un standard. » Moi, souvent, j'ai tendance à croire que ce qu'on fait, bien, c'est normal, tout le monde le fait, mais en fait, non. Non, c'est ça. Mais est-ce que c'est l'entreprise qui a pris l'initiative de vous inscrire? Vous avez été conseillé par quelqu'un? Comment ça s'est fait? C'est ma directrice communication qui, elle, voit passer ces différentes opportunités-là, puis qui se dit « OK, on essaye, on va voir », puis voilà. Puis qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette année, vous avez reçu ce prix-là? C'est qu'en fait, pour la première fois cette année, on a vraiment listé l'ensemble des choses qu'on faisait. On a eu un gros chantier, on a refait nos bureaux, on a mis vraiment une très, très grande emphase sur notre vivre ensemble puis ce qu'on voulait faire vivre à nos employés comme expérience. Et c'est à partir de là que simplement d'être capable de regarder, de faire un pas de recul, de regarder puis de dire « Oh mon Dieu, c'est tout ça qu'on a en place chez nous », ça nous a donné envie d'essayer pour la candidature des Mercuriades. C'est ça. Parce qu'on va revenir là, sur l'entreprise, parce que c'est une entreprise quand même éco-responsable, vraiment. Oui. Ce qui vous a amené aussi à gagner un prix sur le plan individuel, parce que vous avez gagné, en fait, le titre de PDG vert de l'année aussi. Oui, oui. Absolument. Ça a été une grosse année parce qu'on a gagné aussi employeur de choix Illumina pour la Chambre de commerce de toute notre région aussi. Fait que, oui, ça a été une grosse année. Bon. Vous l'avez mentionné, mais est-ce que ces prix-là, remportés récemment, apportent un rayonnement supplémentaire à l'entreprise, selon vous? Je pense que pour ceux qui sont sur l'employeur de l'année ou employeur de choix, ça nous donne un rayonnement auprès de notre communauté parce que souvent, nous, nos clients sont partout à travers le Canada. Ce qu'on fait, ça ne se voit pas dans la communauté tous les jours. Puis les consommateurs ne viennent pas vers nous parce que nous, on passe par les centres de distribution, etc. Donc, oui, ça nous fait découvrir. Ça fait en sorte que je suis à la tribune aujourd'hui. En fait, ça nous a permis peut-être de vous connaître là, pour peut-être le commun des mortels parce que, comme vous le disiez, là, ce ne sont pas les consommateurs, mais c'est vraiment des entreprises qui font affaire avec vous. Donc, vous étiez connu dans le milieu des affaires, mais pas nécessairement dans le grand public. Dans la communauté d'affaires de notre région, très peu, en effet. Voilà. Donc, on va parler justement de l'entreprise. Donc, vous l'avez créée, je pense, en 2009, si je me trompe. Absolument. Peut-être nous parler un peu de ce que vous faites de façon précise, parce que c'est vraiment presque unique ce que vous faites dans l'entreprise. C'est pas presque unique. Ça l'est complètement. Ça l'est, hein? Ça fait 16 ans que l'entreprise existe et je dis souvent, c'est triste, mais on n'a toujours pas de compétition. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment très, très unique. On fait de l'éco-conception et de la fabrication de produits d'emballage pour les médicaments de prescription. Donc, les pharmacies sont les deuxièmes plus gros générateurs de déchets d'emballage, malheureusement, après l'alimentaire et la restauration rapide. Puis moi, il y a déjà plus de 16 ans, je le voyais comme un enjeu. On fabriquait l'entreprise dans laquelle j'étais, fabriquait des emballages de médicaments. Puis ça faisait pas de sens de continuer à le faire tout le temps de la même façon, sans se questionner, sans challenger.
Donc, revoir le modèle d'affaires et y amener vraiment de l'innovation responsable, faire de l'éco-conception, c'est ce qui m'a permis de démarrer l'entreprise Écolofarm. Oui. Mais c'était pas lorsque vous l'avez créé en 2009, c'était vraiment ça ou c'est venu? Ah non, c'était dès le départ. C'était dès le départ? Dès le départ. Moi, je savais que j'étais je faisais partie d'un problème qui était la transformation de matières plastiques, qui était les emballages de médicaments. Pour moi, je démarrais une entreprise qui avait dès le départ la mission de révolutionner le monde de la pharmacie puis de faire les choses autrement. On connaît le succès d'aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu plusieurs embûches au fil des ans? Bien, des embûches, je pense que si un entrepreneur vous dit que c'est facile, c'est faux, on ne le croirait pas. Donc, c'est pas des embûches, c'est des résistances, c'est certains un petit pas de recul pour mieux avancer une prochaine fois. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais en 10 ans, Écolofarm s'était positionné comme un des très grands joueurs dans les emballages de médicaments de prescription au Canada. Puis aujourd'hui, on est le plus gros manufacturier. Bon. Quels sont vos produits phares? Là? Si on voulait expliquer aux gens ce que vous fabriquez exactement, comment on pourrait l'expliquer? En fait, dès que vous allez à une pharmacie puis que votre pharmacien vous prépare une prescription, donc le pharmacien va avoir reçu des médicaments en vrac, il va les préparer pour vous. Il va les emballer soit dans une fiole, soit dans un pilulier, soit un pot de crème, ces choses-là. Bien, tout ça, c'est des produits qu'il achète, des produits d'emballage qu'il achète. Et nos solutions éco-responsables sont dans quand même plus de 5000 pharmacies à travers le pays. Bon. Ça a été bien reçu au départ? Est-ce qu'il a fallu travailler fort pour convaincre justement les pharmacies d'acheter vos produits? Oui, en fait, c'est pas... La problématique, c'est que je suis peut-être arrivée trop tôt. Les dernières années, dans les 10 dernières années, il y a eu des gros changements de mentalité, il y a une prise de conscience et les gens commencent à comprendre qu'est-ce que c'est que de l'éco-responsabilité et qu'est-ce que c'est que de l'éco-conception, concevoir un produit différemment. Il y a 16 ans, c'est sûr que c'était pas tout à fait pareil. Puis souvent, on me disait, mais la compétition aussi est recyclable. Puis moi, mais on ne parle pas de recyclabilité, on parle de l'empreinte environnementale du produit. C'est un processus de fabrication. C'est plein de choses à analyser, à réduire en amont. La recyclabilité, c'est la gestion de fin de vie. C'est la dernière étape. Puis en plus, on met ça dans les mains du consommateur à la toute fin. On n'a plus de contrôle là-dessus. Tout ce qu'on peut améliorer avant, c'est énorme l'impact environnemental qu'on peut avoir avant même de parler de la gestion de fin de vie. Et qu'est-ce qui vous distingue? Parce que vous parliez qu'il n'y a pas de compétition, vous êtes vraiment les seuls. Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? C'est un procédé qui est difficile à développer. Comment vous expliquez ça? La majorité des entreprises qui veulent faire du développement durable, souvent, ce qui leur manque, c'est de savoir par où commencer puis d'avoir des compétences à l'interne pour être sûr de ne pas prendre une initiative qui n'aurait pas l'impact environnemental souhaité puis être capable de challenger son modèle d'affaires au complet puis ses processus industriels au complet. Je pense que ça demande à la fois énormément de courage, mais aussi la capacité de tracer une ligne puis de dire à partir de maintenant, voici comment est-ce qu'on va faire les choses. Puis c'est ça qui va distinguer notre entreprise. Donc, nous, nos produits, c'est vraiment, dès le départ, par design, ils ont été conçus pour ça. Fait que c'était plus facile de redémarrer une entreprise que d'essayer de transformer quelque chose qui existait déjà. Bon. Votre marché, il est nord-américain? Il est canadien. Canadien? Oui. Oui, il y a à peu près 14 000 pharmacies à travers le pays, puis à peu près 5 000 qui utilisent nos solutions. Est-ce qu'il y a des plans de se développer aux États-Unis ou en Europe? C'est un plan. On a déjà été tremper quelques orteils, aller voir la température de l'eau pour repartir en courant avec ce qui se passe actuellement. On s'est dit, c'est peut-être pas le temps. On va se laisser le temps. C'est ça. Parce que de toute façon, il y a des étapes. Puis vous avez fait d'importants investissements, je pense, en 2024. Oui. En fait, c'est l'utilisation de la robotique que vous faites à l'intérieur de votre entreprise. Peut-être nous expliquer ce que ça a amené, justement. Bien, en fait, nous, c'est dès le départ que tout notre processus a été pensé avec une très, très forte robotisation, parce que d'être capable de faire plus avec moins, ça passe aussi par la robotisation. Ouais. Donc, moi, il y a 16 ans, c'était déjà dans notre modèle, puis on avait déjà investi là-dessus, mais là, ce qu'on a actuellement, c'est on avait besoin de doubler nos capacités de production, puis on voulait aller aussi une coche au-dessus
tant pour être plus efficace pour les pharmacies qui utilisent nos produits, donc amener des nouveaux produits sur le marché et intégrer encore plus de robotisation dans nos propres procédés. Donc oui, les investissements, c'était pour doubler notre usine dans son ensemble, doubler sa superficie et ajouter 8 nouvelles lignes de production avec des nouveaux produits qui sortent là, dans les prochaines semaines. Mais aussi, ça vous a permis de réduire votre empreinte écologique en faisant ça? Absolument. Tout le bâtiment a été réfléchi pour revoir encore une fois qu'est-ce qu'on pouvait faire pour réduire notre consommation en électricité, en eau, s'assurer qu'on était toujours cohérent puis qu'on faisait toujours le mieux qui était possible. Oui, vous me corrigerez si les chiffres ne sont pas exacts, là, mais c'est 51 moins d'énergie consommée, 33 moins d'émissions de GES et 35 moins de matières premières utilisées. Exactement. Puis même les nouveaux designs de produits qu'on lance dans les prochaines semaines, on a réussi à passer à 40 moins de matières premières. Bon. Quand on part du jour 1 à aujourd'hui, comment vous voyez la croissance de l'entreprise et qu'est-ce qu'il y a à faire pour, justement, encore l'augmenter davantage? Ce qui est à faire, c'est de continuer à être très, très connecté avec notre marché, comprendre la réalité des pharmaciens qui se transforment énormément. Les pharmaciens sont voués, avec les nouvelles lois, à élargir leur champ de compétences, leur champ de travail pour pouvoir être une vraie première ligne en santé. Ils ont besoin d'être beaucoup plus efficaces. Un emballage doit devenir un outil de leur efficacité. Ça ne peut pas être un compromis où on dit « Ah non, je perds un peu de temps, mais c'est pas grave. » Non, il faut vraiment qu'on soit capable d'être tout le temps un partenaire d'impact, tant environnemental, mais aussi dans leur gestion à eux, dans leur efficacité à eux, pour leur permettre de se dégager du temps et de la disponibilité aussi pour leurs patients. Vous avez combien d'employés actuellement à l'entreprise? 42 employés, une usine qui tourne 24 heures sur 24. Bon. En terminant, je vais me permettre de le dire parce que ça a été mentionné, que votre entreprise transforme le monde, un geste à la fois. Je pense que vous êtes à même de le confirmer et ce qu'on vient de dire dans l'entrevue, les chiffres, en tout cas, qui ont été mentionnés, je pense confirment un peu ça, là. Bien, moi, j'ai monté une entreprise avec une vision vraiment de dire que ça devait être un outil de transformation sociale. C'est, oui, avec un impact environnemental, mais socialement parlant, c'est un outil très puissant quand un entrepreneur est capable de faire ça. Ça a un impact majeur, oui. Madame Millard, merci beaucoup de nous en parler. Félicitations pour ces prix bien mérités et puis bonne chance encore pour vos projets à venir pour l'entreprise. Merci beaucoup. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là. À la prochaine. Au revoir.